par une matinée qui, au premier regard, n'avait rien d'exceptionnel sur la côte escarpée de l'Oregon. La mer semblait contenir son souffle, comme si quelque chose de rare et de solennel allait se produire. À Seo, petit port lové entre falaises rugueuses et pacifiques capricieux, le brouillard s'effilochait à peine sous les premiers rayons hésitants du soleil. Les quais résonnaient du cliquetis des cordages, du martèlement régulier de bottes sur le bois humide et du grondement sourd des moteurs diesel s'éveillant à la journée. Walter Brigg, vieux pêcheur tanné par un demi-siècle de sel et de vent, s'accoudait à la rambarde, plissant les yeux vers l'horizon. Il avait tout vu, le calme vitreux annonçant les tempêtes, la houle furieuse des coups de vent d'hiver, le roulis alangui des vagues d'été. Mais ce matin-là, la surface de l'océan paraissait anormalement docile, respirant par ondulations lentes et mesurées, comme en attente d'un signe. Quelques emplacements plus loin, Martha Ramirez, tenancière du plus ancien cabanon à fruits de mer du port, chargeait le poisson du jour dans de vieilles glacières. Elle s'interrompit, l'oreille soudain happée par un cri perçant. Ce n'était pas le bavardage épars habituel des mouettes au-dessus de la marina, mais un cercle serré d'oiseaux tournoyant loin au-delà de la barre. Étrange, murmura-t-elle. Ces oiseaux ne se rassemblaient ainsi que pour un festin abondant, ou pour toute autre chose. Au large, Jacques Coloulton, jeune capitaine plein d'avenir, dirigeait son petit chalutier vers sa zone de filet. Ses mains calleuses travaillaient machinalement, laissant glisser le maillage lesté dans le sillage. Puis il s'immobilisa. Une ombre immense passa sous la coque. Puis une autre, et encore une. Bientôt, des dos sombres et luisants jaillirent, décrivant des arcs majestueux avant de replonger. Des baleines, souffla-t-il, mais l'évidence avait un parfum d'anomalie, les baleines à bosse n'étaient pas rares ici, mais jamais si proches, jamais si parfaitement coordonnées. Très vite, la nouvelle se propagea, sur les ondes radio, criée de ponton en ponton, relayée à voix haute dans les rues. Les moteurs se turent, les bateaux dérivèrent. Les dockers laissèrent les quais sans plan. Les commerçants, sur le pas de leur boutique, portaient la main en visière. Walter braqua ses jumelles et distingua, à travers la brume tremblante, au moins une douzaine de géantes avançant en formation parfaite, encadrant une forme pâle au centre. Elle la protège, murmura-t-il sans savoir pourquoi cette certitude s'imposait. Sur la promenade, Mrs. Adler, ancienne institutrice, se couvrit la bouche. Pas vu de baleine aussi près depuis 82, et encore, jamais comme ça, dit-elle dans un souffle. Des enfants se faufilaient entre les jambes des adultes, hurlant de joie à chaque queue levée ou jet de vapeur. L'un, juché sur les épaules de son père, pointa le doigt, « C'est quoi, le truc blanc ?»« De la glace ?» Martha plissa les yeux. D'abord, la masse semblait un bois flotté blanchi par le temps. Mais quand la brume se dissipa et que la lumière changea, la silhouette se précisa, une forme droite, immobile. Jacques, toujours en mer, coupa le moteur, se laissant porter, maintenant une distance respectueuse. Il compta plus de 20 cétacés, glissant à l'unisson, entourant la forme pâle comme le plus précieux des trésors. Depuis le rivage, les contours se précisaient, la courbe d'une tête, un drapé, deux bras ouverts en bénédiction silencieuse. Un murmure parcourut la foule. Personne n'osait formuler tout haut l'intuition qui montait, de peur de briser la magie. Le vieux révérend Callahan, attiré par l'agitation, fixa l'horizon. Quand le soleil frappa de plein fouet l'objet, il inspira lentement, « Ce n'est pas possible ?» Mais pour beaucoup, qu'ils soient catholiques, protestants, agnostiques ou simplement enfants de la mer, il n'y avait pas de doute, visage serein, manteau flottant, blancheur immaculée. C'était l'image même que l'on retrouvait dans tant de chapelles et sanctuaires côtiers, la Vierge Marie, le regard baissé dans une grâce silencieuse, approchant du rivage porté par les gardiennes les plus puissantes des profondeurs. La ville entière demeura figée, suspendue entre incrédulité et émerveillement. Les appareils photo crépitaient, les prières montaient à voix basse. Les pêcheurs, d'ordinaire absorbés par leur quota, oubliaient tout. Là-bas, où ciel et mer se rejoignaient, les baleines poursuivaient leur lente procession, fendillant l'eau avec la discipline d'une garde d'honneur. La statue, droite dans la houle, ne vacillait pas. Nul ne savait d'où elle venait, ni pourquoi elle avait choisi cette route. Mais sous la lumière froide d'un matin pacifique, une certitude naissait, la ville allait vivre un instant inoubliable. Bien avant que la silhouette ne devienne claire, certains avaient pressenti que l'océan respirait autrement. Ellie Carter, vieux crabier réputé pour ses superstitions, resserra sa casquette élimée, le Pacifique a un souffle différent aujourd'hui, lâcha-t-il gravement. Les années passées sur l'eau lui avaient appris à lire les moindres inflexions des vagues, le pouls du vent. Ce matin-là, tout sonnait faux.
Plus bas, Sam Torres, qui menait les sorties matinales en kayak, poussait son embarcation rouge dans l'écume lorsqu'elle remarqua les phoques du port. Habituellement joueurs, leur tête fusait et replongeait, curieuse. Ce jour-là, ils étaient tassés à l'embouchure de la crique, fixant le large, puis disparurent d'un même mouvement. Elle se figea, frisson au bras, ils ont peur. Dans la ville, les radios bourdonnaient. Sur le canal local, plus de bavardage bon enfant, mais des messages courts, secs, groupe de baleines à bosse, une douzaine, formation serrée, cadran nord-ouest. Pas en train de se nourrir. Je répète, pas en train de se nourrir. La voix posée de Jacques se glissa dans le fil, elles viennent vers la côte, avec quelque chose. Sur le perron du Harbor View Dîner, Martha Ramirez essuya ses mains et rejoignit un groupe de retraités qui, d'ordinaire, parlaient météo ou prix du carburant. Tous fixaient la mer, les yeux plissés. Walter passa, jumelle au cou, pas vu ça en 50 ans. La cloche du restaurant tinta, l'agent Dan Miller, patrouilleur du port, annonça que les gardes-côtes surveillaient la scène mais que personne n'osait parler de normalité. Du balcon du phare, Graham Bell, petit-fils du gardien, ajusta la lunette. À travers l'optique, il vit les dorsales fendre l'eau d'un seul rythme. Mais ce qui l'aimanta fut l'éclat blanc entre elles, ni écume, ni bois flotté. « Nana, viens voir », cria-t-il. Sur la plage, les promeneurs ralentissaient, montrant l'horizon du doigt. Les chiens, truffes au vent, aboyaient vers les vagues comme en réponse à un appel invisible. Sur le parking surplombant les dunes, les pics UPS s'alignaient, leurs propriétaires appuyés aux ridelles, bras croisés, scrutant l'océan. Personne ne voulait le dire, mais tous le pensaient, ces baleines escortaient quelque chose. Et ce quelque chose approchait. Près de la marina, Sam avait annulé sa sortie et, entouré de ses touristes, désignait la scène, elle ne chasse pas. Elle forme un couloir, comme une escorte. Le mot fit son chemin. Plus aucun emploi du temps n'avait cours. Et dans l'air vibrait, inexpliqué, ce sentiment qu'une frontière invisible entre le quotidien et le sacré venait de s'ouvrir et que le cœur de Seo allait en être bouleversé à jamais. Par un matin où la mer semblait retenir son souffle, tout commença non par un récit transmis de bouche à oreille, mais parce que le révérend Callahan lui-même avait gravi les marches étroites du clocher pour voir de ses propres yeux la procession qui se déroulait au large. Le son profond et régulier attira bientôt les habitants hors des boutiques, des maisons et des ateliers, les menant comme d'un seul élan vers le front de mer. Sur le pont de son bateau de location, le capitaine Jacques gardait ses distances, avançant parallèlement au groupe de cétacés. Ses passagers, quelques pêcheurs amateurs qui avaient réservé une sortie à la dernière minute, avaient complètement oublié leur ligne à l'eau. L'un d'eux, téléphone à la main, filmait avec un zoom tremblant tout en commentant pour de futurs spectateurs, « Je vous jure que ces baleines encerclent quelque chose. Ça se tient debout. Non, ce n'est pas un enfant. » Plus près de la côte, Walter s'était posté sur un promontoire rocheux. Les jumelles plaquées à ses yeux lui laissaient 2 cercles rouges sur la peau. À travers les verres, ce qu'il vit entre les cétacés scintillait dans la lumière du matin, des lignes trop parfaites, trop symétriques pour être l'œuvre du hasard. Il abaissa ses jumelles, la bouche sèche, tandis qu'autour de lui des murmures naissaient, porteurs des mêmes soupçons. Dans cette petite ville, on ne prononçait pas le mot « miracle » à la légère. Et pourtant, il était impossible de nier cette sensation collective, un mélange d'inquiétude, d'émerveillement et d'attraction qui clouait chacun sur place. Même les mouettes semblaient se plier à un ordre invisible, tournoyant au-dessus du cortège marin comme pour en refléter la parfaite organisation. Tout indiquait que quelque chose d'inhabituel, d'inexplicable, était en train de se produire, et que cela approchait inexorablement. La mer, d'un calme surnaturel, ondulait au rythme lent et coordonné des gigantesques queues. C'était comme si le cœur même de la ville s'était accordé sur celui des cétacés. Plus la formation avançait, plus les exclamations étouffées cédaient la place à de francs halètements. Ce qui n'était au départ qu'une tache pâle entre 2 dorsales noires se détachait maintenant clairement des reflets de la houle, une forme verticale, droite, insensible au roulis. Sur son chalutier, le capitaine Jacques Coulton réduisit les gaz pour se laisser porter par la marée. Portant ses jumelles à ses yeux, il distingua alors les contours, des épaules douces et arrondies, une taille fine, des bras allongés le long du corps dans un geste qui paraissait intentionnel. Ce n'était ni une épave, ni une bouée, ni un bois flotté sculpté par les vagues. Un nœud se forma dans son estomac. Du haut des falaises dominant le port, Walter Brigg, toujours au milieu d'un attroupement qui grossissait, suivait l'objet de ses jumelles. « Ça ne bouge pas avec les vagues. » murmura-t-il, comme pour lui-même. « On dirait que c'est ancré. »
À côté de lui, une adolescente de l'équipe de surf de l'école tira sur le col de sa combinaison, les yeux rivés à l'horizon. On dirait une personne, mais pas vivante, souffla-t-elle. Plus bas, au port, Martha Ramirez plissa les yeux, sa main encore poudrée de farine servant de visière. Derrière elle, une commande de pâtisserie refroidissait sur le comptoir. J'ai vu des statues dans bien des églises, mais jamais voyagé ainsi, au milieu du Pacifique, dit-elle à mi-voix. Les passagers de Jacques s'étaient tous regroupés le long du bastingage, téléphone levé. L'un d'eux lâcha un juron, c'est une statue de la Vierge Marie. Dites-moi que je me trompe. La nouvelle se propagea alors sur le rivage comme un feu dans une prairie sèche. Certains répétaient ces mots avec prudence, d'autres avec une certitude presque suppliante. Quelques-uns se signaient. Du haut du phare, Graham Bell, l'œil rivé à la longue vue, distinguait désormais les détails, le drapé des plis d'une robe, l'inclinaison d'une tête et, incroyable mais vrai, une sorte de halo formé par la réfraction du soleil sur l'écume. Parfaite ? Murmura-t-il, pas ébréchée, pas brisée. Les baleines, immenses et majestueuses, gardaient leur position à ses côtés. Deux des plus grandes évoluaient si près que l'espace entre elles et la pierre claire n'était qu'un mince couloir d'eau, comme un passage de protection. Leur mouvement, parfaitement synchronisé, poussait la statue vers la terre avec la lenteur et la grâce d'une procession sacrée. À l'autre bout de la plage, le révérend Callahan s'était arrêté juste avant la ligne de marée. Pas de Bible, pas de notes dans ses mains, seulement son regard fixé sur l'apparition. En d'autres circonstances, il aurait pu attribuer cela à un caprice du courant. Mais ici, aujourd'hui, avec la moitié de la ville témoin, il ressentait dans sa poitrine quelque chose qui échappait à la raison. Regardez comme la lumière l'éclaire, fit remarquer une jeune mère, son enfant dans les bras, en désignant un rayon de soleil qui venait de percer les nuages pour tracer un chemin doré directement vers la statue. L'enfant tendit sa petite main vers l'horizon, riant comme s'il saluait une vieille amie. Sur le chalutier, Jacques réalisa qu'il avait complètement coupé le moteur, le bateau se berçait doucement, bercé par le clapotis contre la coque et le souffle régulier des baleines. La statue était désormais si proche qu'il pouvait voir des filaments d'algues accrochés à sa base, ainsi que de petites moules et balanes comme autant d'ornements marins. Pourtant, elle restait parfaitement droite, défiant toute logique. Elle devrait rouler, dit Jacques à voix haute, comme si l'océan pouvait lui répondre. Elle devrait flotter couchée. À ses côtés, un ancien plongeur de la marine, Bill Arkin, secoua la tête, un bloc de pierre de cette taille coule. Et si par miracle il flottait, il ne se tiendrait jamais ainsi sur l'eau, à moins que... Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Sur le rivage, la foule s'avançait vers l'eau, hypnotisée par le rythme de l'approche. Les enfants qui jouaient encore dans le sable quelques minutes plus tôt étaient figés, certains serrant la main de leurs parents, d'autres grimpant sur la pointe des pieds pour mieux voir. Dans ce silence tendu, le cri d'une mouette solitaire résonna, planant directement au-dessus du cortège marin. Walter, le visage pâle, abaissa ses jumelles, si je ne savais pas, je jurerais que ces baleines savent exactement ce qu'elles transportent. La formation n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de la rive. Le visage de la statue se discernait désormais à l'œil nu, un regard baissé, serein, le fantôme d'un sourire sur les lèvres. L'eau perlait au bout de ses mains tendues, retombant en fils d'argent qui disparaissaient dans la mer. Quelqu'un commença à fredonner, timidement, presque sans y penser. Les autres reconnurent bientôt un fragment d'un Ave Maria et se joignirent peu à peu, jusqu'à ce que le vent porte la mélodie vers la mer. Les baleines ne pressèrent pas le pas, elles poursuivaient leur mission avec la patience d'une garde cérémonielle. Chaque houle rapprochait la statue de quelques mètres, aidée par une marée complice. Du haut des dunes, Graham Bell observait, le moment happait tout le monde vers son centre, croyants comme sceptiques, pêcheurs comme touristes, enfants comme anciens. Peu importait désormais la question du « comment », ce qui allait se produire dépassait cette seule interrogation. Là, au-delà des vagues, les corps luisants des cétacés brillaient au soleil, protecteurs et respectueux. Entre eux, intacte, la statue de pierre avançait, portée par un dessein que nul ne pouvait encore nommer. Et chacun, sur mer ou sur terre, sentait confusément que lorsque ses pieds ou sa base toucheraient enfin la plage, plus rien, ni dans cette ville ni dans leur cœur, ne serait jamais comme avant. Sur la côte sauvage de l'Oregon, là où l'océan Pacifique frappe habituellement les rochers avec une force indomptable, il s'était produit ce jour-là quelque chose d'inexplicable, presque irréel. La mer, comme saisie d'un profond recueillement, semblait retenir son souffle. Le murmure régulier des vagues s'était adouci en une respiration lente, respectueuse,
comme si toute la puissance du large s'était inclinée devant une présence plus grande qu'elle. Portée par une escorte majestueuse de baleines, une statue claire, à la silhouette de la Vierge Marie, avançait vers le rivage. À mesure qu'elle se rapprochait, chacun pouvait discerner sans jumelles la délicatesse des plis de son manteau, qui semblait onduler malgré l'absence de vent, et la lumière qui glissait sur la pierre pâle comme un filet d'or liquide. Sur le sable, le révérend Callahan se tenait parmi les habitants, son col blanc captant un éclat discret. Il ne menait pas encore la prière, il savait, avec la même certitude qu'un pêcheur connaît le mouvement des marées, qu'aucune voix humaine ne devait briser cet instant avant qu'il n'arrive à son plein accomplissement. Non loin de lui, Ellie Carter, pêcheur de crabes au visage tanné par les embruns, tenait sa casquette usée dans ses mains calleuses. « Tu les as déjà vus nager si lentement ?» demanda-t-il à Bill Arquin, ancien plongeur de la marine, qui secoua simplement la tête, les lèvres closes, comme s'il craignait que le moindre mot fît sur la quiétude de ce moment. Les baleines avançaient avec une grâce calculée, leur dos immense se dressant hors de l'autel des arcs gothiques. Deux d'entre elles, l'une marquée par une nageoire dorsale balafrée, l'autre lisse comme un métal poli, flanquaient la statue si près que leur sillage se mêlait en un courant unique, protecteur. Le ciel, débarrassé des derniers voiles de brume matinale, s'ouvrait en une vaste clarté bleue. Les rayons du soleil illuminaient les gerbes d'eau expulsées par les évents des cétacés, les transformant en halos éphémères avant qu'elles ne retombent dans la mer agenouillée près de la ligne de marée, pagaie encore en main. Samantha Torres, guide de kayak, murmurait, elle la protège. Elle observait la manière dont les plus grandes baleines se plaçaient en travers des vagues, brisant la force de chaque houle avant qu'elle ne frappe la base de pierre. Un frisson parcourut la foule lorsqu'un seul rorqual s'approcha plus près du rivage que quiconque n'aurait osé l'imaginer. Son œil immense, calme et insondable, émergea un instant, observant les humains, avant que l'animal ne replonge, envoyant vers la plage une vague basse comme un signe adressé à ceux qui attendaient. Quelqu'un, quelque part dans la foule, commença à fredonner « Amazing Grace ». La voix tremblante fut vite rejointe par d'autres, se mêlant au souffle du ressac. La mélodie, lente et empreinte de révérence, montait et descendait avec la marée, même ceux qui n'en connaissaient pas les paroles se laissèrent porter par le chant. Sur un promontoire dominant la plage, Graham Bell ajustait la mise au point de sa longue vue, le cœur battant à tout rompre. Il distinguait les coquillages accrochés à la base de la statue, et la manière dont les plis sculptés du manteau retenaient les ombres, comme façonnés par une main connaissant à la fois la texture du tissu et le mystère du sacré. Mais plus que tout, c'était l'expression du visage qui le frappait, paisible et pourtant habité d'une intensité qui semblait traverser son être. Soudain, un rayon de lumière se détacha des nuages pour se poser directement sur la statue, inondant la pierre pâle d'un éclat si vif que l'eau alentour parut s'illuminer de l'intérieur. Des exclamations s'élevèrent parmi les spectateurs. Martha Ramirez, les mains pressées contre sa bouche, sentit ses yeux se remplir de larmes, une douleur douce lui serrait la poitrine, comme si quelqu'un qu'elle avait attendu toute sa vie venait enfin d'arriver. Au large, Jack Colton, capitaine d'un petit bateau, avait coupé toute alimentation électrique, seul le clapotis régulier de l'eau contre la coque accompagnait la scène. « Elles ne font pas que la mener vers la côte », murmura-t-il à ses passagers, « elles la livrent. » Le cortège ralentit encore jusqu'à ce que la statue paraisse flotter sur place, portée non par les vagues, mais par une chorégraphie délibérée. Les queues des baleines s'agitaient avec une synchronisation parfaite, chaque mouvement empreint d'une précision quasi cérémonielle. C'était, à tout regard attentif, moins un hasard qu'un rituel. Sur le rivage, un petit garçon, les pieds nus dans l'eau aux côtés de son père, désigna la base de la statue. « Papa, regarde, l'eau ne la renverse pas », l'homme se pencha, suivant le geste de son fils, la gorge nouée. Dans le ciel, des mouettes décrivaient des cercles lents, leurs cris assourdis comme happés par la cadence solennelle. Puis, sans prévenir, les baleines les plus proches de la statue surgirent un peu plus hors de l'eau, projetant une faible houle qui glissa sous la pierre pour la pousser doucement vers les hauts fonds. Des halètements parcoururent la plage. Le révérend Callahan leva la main, non pour commander, mais comme pour calmer l'air lui-même. Les voix se turent, il ne resta plus que le soupir profond de la mer et l'expiration rythmée des cétacés. Un instant, le temps sembla se suspendre, le soleil fixé dans le ciel, la brise en suspens, la surface de l'océan tenant la statue droite, telle une offrande sacrée. Nul ne bougeait. Nul n'osait. Puis la pierre blanche reprit sa lente avancée, encadrée par ses gardiennes marines, non seulement protectrices mais presque déférentes. Sur ce rivage de Seo, où l'immensité du Pacifique s'étendait tel un sanctuaire sans mur, les habitants furent témoins d'un événement qu'aucune explication unanime ne viendrait jamais sceller. Mais tous garderaient à jamais en mémoire la sensation de cet instant. La marée montait,
chaque vague gagnant un peu plus de terrain sur le sable, traçant des arabesques d'écume autour des chevilles des spectateurs avant de se retirer. Les baleines formaient maintenant un demi-cercle immobile derrière la dernière ligne de ressac, oscillant doucement comme si elles respiraient à l'unisson avec la mer. Dans les bas-fonds, le capitaine Colton sentit le courant se modifier. Elle l'aligne, souffla-t-il, avec le ton concentré d'un marin approchant un quai sous tempête, mesuré, réfléchi, toute son attention tournée vers l'approche finale. Sur la grève, Walter Brigg avança jusqu'à sentir l'eau glacée mordre ses bottes. Les jumelles pendaient, inutiles, à son cou. La statue était assez proche pour qu'on voie chaque détail, la pierre claire miroitant sous un fin manteau d'eau salée, les plis sculptés du vêtement captant la lumière en douces nuances d'ombre. Un silence profond enveloppait la scène, seulement rompu par le murmure de la houle, même les mouettes, maintenant au perché, ne poussaient plus que de rares cris étouffés contre les falaises. Tout semblait figé dans l'attente des dernières étapes d'un cérémonial improvisé. Deux des plus grandes baleines plongèrent, leurs nageoires caudales pointées vers le fond, déclenchant un ressac mesuré qui souleva la statue pour la porter au-dessus du premier au fond. L'eau, piquetée d'éclats lumineux, scintillait comme parsemée de verre. Martha Ramirez, toujours vêtue de son tablier de cuisine, resta plantée au bord de l'eau, les mains contre sa poitrine. « Elle la livre » répéta-t-elle d'une voix tremblante. Un jeune touriste, arrivé là par hasard, acquiesça sans savoir pourquoi. À présent, la base de la statue effleurait le sable, produisant un frottement léger, étouffé par l'eau, mais suffisamment distinct pour faire frissonner les témoins. Un enfant, au premier rang, serra la main de sa mère, elle s'accroupit, non pour l'éloigner, mais pour guider son regard, consciente qu'ils vivaient ensemble un moment que ni lui ni elle n'oublierait jamais. « Regarde » murmura-t-elle avec gravité, « c'est important. » Dans l'eau, les baleines modifièrent à nouveau leur formation, leurs mouvements semblant réglés comme une chorégraphie invisible. Les deux plus imposantes glissèrent parallèlement à la rive, créant une poche d'eau calme autour de la statue, tandis que deux autres, à l'arrière, imprimaient une poussée lente et régulière vers l'avant. Le résultat était un glissement presque irréel, la silhouette dérivant avec la majesté d'un navire porté par des rails invisibles. Au bord du ressac, les premières mains se tendirent. Jacques et deux jeunes pêcheurs avancèrent dans l'eau glacée jusqu'à la taille, leurs vêtements s'assombrissant aussitôt. Le froid mordait leur peau, mais aucun d'eux ne semblait le sentir. Ils progressaient avec précaution vers la forme pâle, veillant à ne pas provoquer d'éclaboussures, comme si la moindre perturbation risquait de rompre le miracle qui maintenait la statue droite depuis si longtemps. Lorsque les doigts de Jacques effleurèrent la pierre glacée, un frisson remonta le long de son bras. Ce n'était pas celui, banal, de l'eau froide, c'était plus vif, plus profond, semblable à la décharge subtile qu'on ressent en s'approchant trop près d'un fil électrique sous tension. Il croisa le regard des autres, à leurs expressions, il comprit qu'ils avaient senti la même chose. « Maintenez-la bien droite » lança Walter depuis la plage, sa voix portant dans le silence presque solennel. Les hommes se tinrent fermement, laissant l'eau qui se retirait tirer doucement la statue en arrière, avant que la vague suivante ne vienne la soulever. Ils réglèrent leurs gestes avec une précision parfaite, sur le mouvement du flot, ils guidèrent la figure pas à pas jusqu'à ce que sa base touche un sol ferme. Alors, derrière eux, les baleines commencèrent à se détacher. L'une après l'autre, elles décrivirent de larges arcs, levant leur queue bien haut avant de disparaître dans les profondeurs. Les deux meneuses demeurèrent un instant de plus, tournant lentement autour de l'endroit où la statue reposait désormais dans les bas-fonds. Puis, comme obéissant à un signal muet, elles dessinèrent une large boucle et s'éloignèrent vers le large. Sur la plage, le spectacle de ces géants s'en retournant fit naître un murmure dans la foule, un mélange de gratitude, d'admiration et d'une légère tristesse de les voir partir. Personne n'applaudit. Personne ne cria. Un tel geste aurait semblé déplacé. Les pêcheurs soulevèrent la statue tous ensemble, elle était étonnamment lourde, même avec l'aide du ressac. Leurs bottes s'enfonçaient dans le sable humide tandis qu'ils la portaient au-delà de la portée des vagues. Autour d'eux, les spectateurs formèrent instinctivement un cercle, laissant un espace sacré où les hommes déposèrent la figure avec délicatesse. Au centre, la statue demeurait droite, immobile, dans la même posture que sur l'eau, les bras ouverts dans un geste silencieux d'accueil. Des algues marines s'accrochaient à sa base, et de minuscules coquillages y demeuraient fixés. Des gouttes glissaient le long des plis de son manteau comme une rosée matinale. Samantha Torres s'agenouilla dans le sable, tendant la main mais s'arrêtant juste avant le contact. Sa voix à peine audible se perdit presque dans le vent, « Elle est parfaite ?» Un long silence s'installa. Seul demeurait le souffle régulier de l'océan derrière eux et le souffle lointain, atténué, des baleines qui s'éloignaient.
Ce moment ne ressemblait pas à la conclusion d'une arrivée, mais plutôt à l'aube de quelque chose que nul ne comprenait encore. C'est une petite fille, les cheveux ébouriffés par le vent et les joues rosies par le froid, qui rompit enfin le silence. Elle est arrivée, dit-elle simplement. Son père la souleva dans ses bras, ses yeux toujours fixés sur la statue. Du haut de la falaise, la vieille cloche de la chapelle Saint-Mathieu se mit à sonner, non pas un glas d'alerte, mais un appel de bienvenue. Ces vibrations graves et profondes descendirent vers la plage, se mêlant au parfum salin et à la tiédeur du soleil. Ainsi, sur ce rivage de l'Oregon, les habitants de Seaview restèrent côte à côte, unis par le souvenir des baleines, de la mer et de cette figure silencieuse désormais en sécurité sur leur grève. En fin d'après-midi, la statue fut déplacée dans la salle communautaire, à un pâté de maison du port. L'eau salée perlait encore à sa base, laissant de fines auréoles blanches sur le parquet. Les habitants défilaient en silence, comme s'ils entraient dans un lieu saint, chacun s'arrêtant longuement pour contempler avant de céder la place au suivant. Rapidement, les questions fusèrent. Près de l'entrée, l'agent du port, Dan Miller, carnet à la main, expliqua à Martha Ramirez qu'il fallait consigner toutes les données, hauteur, poids, matériaux, au cas où l'objet correspondrait à la description d'une œuvre déclarée perdue. À l'intérieur, l'ancien plongeur de la Navy, Bill Arkin, examinait attentivement la base. Ses mains calleuses suivaient les fines marques de ciseaux. « Ce n'est pas un travail local, affirma-t-il. Un marbre aussi pur ? Ni de nos carrières, ni même de Californie. » Un murmure se répandit. « Alors d'où vient-il » demanda le révérend Callahan. Bill haussa les épaules, peut-être d'Europe. D'Italie, même. J'ai vu un marbre semblable dans de vieilles cathédrales. Les spéculations s'embrasèrent, certains jurèrent avoir entendu parler d'un lot de statues religieuses perdues en mer, d'autres évoquèrent des cyclones emportant des trésors d'églises côtières. De l'autre côté de la salle, Samantha Torres publiait déjà des photos sur un groupe Facebook local, les commentaires affluaient, comparaison avec une statue de la Nouvelle-Orléans détruite par une tempête, hypothèse céleste. L'agent Miller, téléphone à l'oreille, déclara « Les gardes-côtes n'ont aucun signalement récent de cargaison perdue correspondant. Aucune église en Oregon ni dans l'État de Washington n'a déclaré la disparition d'une statue. Je vérifie en Californie. » Walter Brigg, vieux pêcheur, prit la parole, « J'ai navigué ici toute ma vie. Des troncs, des caisses, même des conteneurs, oui. Mais une statue en marbre d'1 mètre, droite dans la houle? Ça, c'est pas du simple courant marin. » Alors, Mrs. Howard, doyenne du village, s'avança. Sa canne plantée dans le sol, elle raconta, « Mon père me parlait d'une statue de Marie perdue dans l'incendie d'un navire, au large, il y a peut-être 70 ans. On disait que la mer la gardait jusqu'au bon moment. » Personne ne rit, même les sceptiques sentirent le poids de ces mots. En fin de journée, l'historienne d'art Helen Porter arriva de Portland. Elle tourna lentement autour de la statue, identifiant « marbre de Carrare, début du XX siècle, probablement issu d'un atelier italien qui fournissait les églises des Amériques. » Sa lampe torche révéla les marques fines, ciselées à la main. Le révérend demanda « Aurait-elle été volée ?» C'est possible, mais étrange qu'aucun signalement officiel n'existe. La nouvelle dépassa vite Seaview, un quart de télévision se gara, les reporters demandèrent « D'où vient-elle ? Va-t-elle rester ?» Personne n'avait de réponse. La salle resta éclairée toute la nuit, des habitants se relayant non pour surveiller, mais pour veiller. Certains priaient, d'autres se taisaient. Jacques repassa à l'aube, après avoir sécurisé son bateau. Il respira l'odeur marine persistante des algues, repensa à la manœuvre parfaite des baleines, convaincu que même si l'on découvrait l'histoire de la statue, cette partie-là resterait un mystère. Les recherches le long de la côte ouest, jusqu'en Alaska, ne donnèrent rien. On évoqua même un cargo disparu dans les années 1960, transportant des objets sacrés. Mais pour Walter et Mrs. Howard, aucune archive n'expliquerait pourquoi elle avait choisi ce rivage et cet instant précis. Le deuxième jour, un avis officiel fut affiché, en attente d'identification, la statue restera sous la garde de la communauté de Seaview. Le soir, en fermant la salle, on sentait encore l'odeur mêlée du sel et des pins, comme si l'océan lui-même veillait sur son offrande. Très vite, il fut décidé qu'elle serait accueillie dignement, non comme une relique à enfermer, mais comme une invitée d'honneur, arrivée après une traversée sous la protection des baleines. Le matin du cortège, la ville se réveilla tôt. De la falaise, la rue principale ressemblait à un ruban coloré descendant de la salle communautaire jusqu'au port. Les drapeaux claquaient au vent, bannières étoilées, étendards de l'Oregon,
banderole peinte à la main représentant une silhouette blanche sur fond bleu. Dans la cuisine du Harbor View Diner, Martha Ramirez distribuait des gobelets de café aux bénévoles. Personne ne va là-bas sans rien offrir, disait-elle, un petit bouquet de fleurs sauvages accroché à son tablier. Au chantier naval, Jacques aidait à fixer la plateforme en cèdre qui porterait la statue, construite par 2 frères menuisiers du village voisin. La mer attendait, et avec elle, tout un peuple prêt à marcher derrière ce mystère venu des profondeurs. Sous un ciel où la brume marine semblait encore flotter au-dessus des toits, les quais et les rues avaient été transformés pour accueillir un événement qui marquerait à jamais la mémoire de la petite ville côtière. Les rebords des bâtiments étaient drapés de filets de pêche, ornés de coquillages étincelants, de bois flottés polis par les vagues, et de guirlandes de dallas fraîches venues du marché fermier. L'air, vif et tranchant, portait un parfum mêlé de goudron de pin et de sel marin. Dès la fin de la matinée, les rues étaient bordées de familles serrées épaule contre épaule, les enfants, juchés sur les épaules de leurs parents, tenaient leur téléphone prêt à immortaliser l'instant. Les touristes venus admirer la statue de la baleine se laissaient gagner par le rythme du bourg, acceptant avec étonnement les fleurs offertes par des inconnus souriants. En tête de cortège marchait le révérend Callahan, revêtu de ses habits blancs immaculés. Dans une main, il tenait un encensoir de cuivre dont la fumée montait en volute, se mêlant à l'air vif de la côte. Derrière lui, les enfants de chœur de la chapelle Saint-Mathieu avançaient 2 par 2, portant de hautes bougies protégées par des globes de verre. Juste après eux venait la plateforme, 4 des hommes les plus robustes de Seaview, Jacques, Bill Arkin et les 2 frères Carpenter portaient sur leurs épaules la statue de marbre. Le soleil de fin de matinée jouait sur la pierre claire, lui donnant une lueur douce qui baignait leur visage. Au pied de la statue, quelqu'un avait déposé une couronne tressée d'algues et de lavande de mer. Le cortège avançait dans une ambiance sonore unique, la chorale de l'église entonnait des hymnes en anglais et en espagnol, leur voix soutenue par le battement régulier d'un unique tambour joué par Ellie Carter, pêcheur de crabes. Quelque part à l'arrière, une harmonica laissait flotter un fil de mélodie douce et ténue. Le long de la rue principale, les fenêtres grandes ouvertes laissaient apparaître des visages attentifs, certains faisaient un signe de la main, d'autres traçaient le signe de la croix, d'autres encore restaient immobiles, absorbés par la solennité du moment. Un ancien combattant salua au passage de la statue, ses yeux humides mais résolus. En arrivant au port, la foule se fit plus dense. Les bateaux, amarrés et ornés de fanions colorés, oscillaient doucement sur l'eau. L'odeur du sel et du gazole se mêlait à celle des fleurs fraîchement coupées. Sur le quai, Samantha Torres distribuait de petits bateaux de papier pliés dans du parchemin. « Écrivez un espoir, une prière, ce que vous voulez, disait-elle. Les gens inscrivaient à la hâte les noms d'êtres chers, des vœux de traversée sûre, ou des promesses à tenir, avant de déposer les embarcations miniatures dans l'eau, où la marée les emportait par grappes vers le large. La plateforme fut posée sur un vaste plancher dominant l'océan. Le révérend Callahan s'avança et leva les mains pour demander le silence. Le dernier accord du chœur s'éteignit, remplacé par l'appel lointain des goélands. « Nous ne savons pas encore d'où elle vient, dit-il d'une voix ferme mais douce. Mais nous savons où elle est à présent, ici, avec nous tous. » Il se tourna vers la statue et inclina la tête pour prier. La foule fit de même, nul empressement, nulle impatience, seulement le murmure discret de la mer contre les pieux et la voix basse du pasteur. Lorsque la prière prit fin, les porteurs soulevèrent de nouveau la statue et gravirent la pente douce menant à la chapelle Saint-Mathieu. Le chemin avait été recouvert de pétales, roses, marguerites, fleurs sauvages, chaque pas libérait un parfum délicat. À l'entrée, la porte grande ouverte laissait couler la lumière du soleil sur les marches de pierre. Quand la statue franchit le seuil, un changement imperceptible mais réel sembla envelopper les lieux, la brise tourna, portant dans la nef un léger parfum d'eau salée, les cierges le long de l'allée vacillèrent tous en même temps, sans que personne ne ressente de courant d'air. Lorsqu'elle fut posée sur son piédestal, un frisson de soulagement parcourut l'assemblée, le voyage, commencé bien au-delà de leur rivage, avait trouvé son terme. Dans le silence qui suivit, une voix d'enfant s'éleva du fond, « Est-ce que les baleines reviendront ?» Quelques sourires se dessinèrent. Certains tournèrent les yeux vers la porte ouverte, où l'horizon se découpait, éclatant, sur la mer. Personne ne répondit, peut-être aucune réponse n'était-elle nécessaire. Les jours suivants, Seaview semblait différente. Ce n'était pas un changement que l'on pouvait mesurer par des chiffres, c'était dans la manière dont les gens restaient plus longtemps à flâner sur la jetée, dans le ton plus doux des conversations, dans le sourire des inconnus qui repartaient avec eux. Le 3e matin, Jacques Colton rentra bien plus tôt que prévu de sa sortie en mer. Le pont de son chalutier ployait sous les flétans, une prise qu'il lui fallait d'ordinaire toute la journée pour obtenir.
Les filets s'étaient remplis en moitié moins de temps, et ils étaient intacts, pas de mailles déchirées, pas de poisson rejeté. C'est comme si le poisson s'était offert à nous, confia-t-il à Walter Briggs sur le quai. La nouvelle se répandit vite, bientôt, d'autres capitaines rapportèrent la même chose. Les eaux au large du port semblaient étrangement calmes, même lorsque la météo annonçait de la houle. Ce n'est pas juste de la chance, affirma Ellie Carter un soir au dîner. On dirait qu'on veille sur nous. Mais les changements ne venaient pas tous de la mer. Dans une rue tranquille au nord de la ville, Madame Lillian Hart, alitée depuis des mois à cause d'une arthrite invalidante, demanda à sa fille de la conduire en fauteuil roulant à la chapelle. Elle resta presque 1 heure devant la statue, les mains jointes, murmurant des prières si douces qu'elles se confondaient avec le crépitement des bougies. Lorsque sa fille se pencha pour la remettre dans le fauteuil, Lillian se leva d'elle-même. « Aide-moi à marcher », dit-elle simplement. À la porte, elle avançait déjà sans appui, « Ça ne fait pas mal », répétait-elle, les larmes coulant librement. 2 jours plus tard, dans la petite cuisine du Harbor View Diner, Martha Ramirez resta figée devant le vieux réfrigérateur. Depuis des mois, le compresseur rendait l'âme au pire moment. Mais ce matin-là, en l'ouvrant, le moteur ronronnait comme neuf, aucune réparation, aucune pièce changée. Elle éclata de rire et lança, comme pour elle-même, on veille aussi sur les petites choses, alors ? Un soir, en fermant son magasin de location de kayak, Samantha Torres aperçut un homme immobile au bord de l'eau, le regard tourné vers les lumières du port. Ses vêtements étaient usés, son visage marqué par la fatigue. Elle le reconnut, un ancien soldat dormant dans son camion depuis des semaines. Sans réfléchir, elle l'invita à entrer et lui servit du thé. Ils parlèrent jusqu'après minuit. Le lendemain, elle contacta un ami qui possédait un petit appartement vacant au-dessus de l'épicerie. L'ancien combattant s'y installa l'après-midi même. « Je ne sais pas pourquoi je suis passé devant ta boutique », lui confia-t-il. Mais quelque chose me l'a soufflé. Même les enfants semblaient touchés. Lors d'une sortie scolaire à la chapelle, la vieille rivalité entre 2 groupes d'élèves de Seaview Elementary s'évanouit. L'institutrice, Madame Alvarez, surprit un garçon disant à un autre, « C'est comme si elle voulait qu'on soit amis. » L'autre hocha simplement la tête. Le moment le plus commenté survint lors d'une tempête de fin septembre. Le service météorologique avait émis des avis de prudence pour les petites embarcations, le ciel avait viré aux grises ardoises et les vagues se jetaient contre la jetée. Les pêcheurs avaient solidement amarré leurs bateaux, s'attendant à des dégâts au matin. Mais au plus fort de la tempête, plusieurs habitants jurèrent avoir vu quelque chose d'impossible. Au-delà de l'embouchure du port, la mer semblait s'être aplatie, comme si une main invisible retenait la colère des vagues et empêchait les houles les plus puissantes d'entrer. À l'aube, la tempête avait disparu, laissant le port intact. Pas une seule amarre n'avait cédé, rapporta Walter, encore secoué d'incrédulité. À l'intérieur de la petite chapelle, la statue se tenait comme toujours, paisible et inébranlable, avec sur le marbre une fine pellicule d'humidité que personne ne pouvait expliquer. 1 semaine plus tard, le révérend reçut une lettre d'une femme venue d'Atoria, qui avait voyagé jusqu'à Seaview après avoir lu un article en ligne sur la statue. Elle racontait être arrivée dans la ville écrasée par la douleur de la perte de son fils. « Je me suis assise devant elle pendant longtemps », écrivait-elle. « Quand je suis repartie, je ne me sentais pas guérie, mais plus légère, comme si quelqu'un avait pris une partie de ce fardeau et m'avait promis de le porter pour moi. » Tout le monde ne parlait pas de miracle. Certains préféraient évoquer une coïncidence ou une simple bonne fortune. Mais, dans les cafés, sur les quais et dans les cuisines silencieuses, on en parlait toujours avec le même mélange d'émerveillement et de gratitude. Un soir, alors que le soleil d'automne descendait lentement, inondant le port de teintes dorées, le révérend Callahan ferma les portes de la chapelle et emprunta le court sentier qui menait à la falaise. De là, il voyait l'immensité du Pacifique, calme, sans fin. Loin au large, invisibles à l'œil nu, les baleines qui avaient escorté la statue poursuivaient leur route. Il pensa aux pêcheurs revenus plus tôt que prévu avec des filets pleins, à l'arthrite apaisée, à la tempête qui ne les avait jamais atteints, et à tous ces petits instants intimes qu'aucun journal ne relaterait jamais. Sur la plage, un groupe d'enfants construisait un château de sable tourné vers l'horizon. L'une d'elles, une fillette aux tresses inégales, se leva et pointa l'océan, « Elle regarde encore », dit-elle. Personne ne pouvait le prouver, mais à Seaview, la preuve avait cessé d'être plus importante que le sentiment lui-même, la certitude née dans le silence que quelque chose avait changé le jour où les baleines avaient offert leur présent muet. On ne qualifia pas cela de miracle par besoin de magie, mais parce que cela avait redonné aux habitants la foi en les uns envers les autres. Les mois passèrent,
et la statue s'intégra naturellement au rythme de vie de Sibiu. Elle n'était ni enfermée derrière une vitre ni protégée par des cordons. Chacun pouvait entrer dans la chapelle Saint-Matthieu, s'asseoir dans le silence et plonger son regard dans ce visage de marbre serein. Certains venaient prier, d'autres simplement respirer la paix qui y régnait. En hiver, des visiteurs affluaient de partout, parfois même de la côte est. Ils venaient après avoir entendu parler des baleines, de cette escorte improbable et du voyage mystérieux à travers le Pacifique. Les familles locales commencèrent à ouvrir leurs portes aux voyageurs lorsque la petite auberge affichait complet, non pas pour en tirer profit, mais pour partager ce qui leur avait été donné. Jacques Colton le remarqua surtout dans la façon dont les gens se traitaient entre eux. Avant, les gens restaient dans leur coin, dit-il un après-midi à Walter Brigg, tout en réparant des filets. Maintenant, si ton camion tombe en panne, 3 personnes arrivent avant même que tu aies appelé. Walter hocha la tête, ses mains nouant les cordages avec régularité. Comme si la marée avait tourné, et que nous allions tous dans le même sens, répondit-il. Le conseil municipal vota pour que le jour de l'arrivée de la statue devienne une fête annuelle, ouverte à tous, croyants ou non. On l'appela le Arbor Day, un moment pour honorer la mer et les dons inattendus qu'elle peut offrir. Chaque année, à cette date, les bateaux du port faisaient retentir leurs sirènes à l'unisson et des fleurs étaient jetées à la mer en signe de gratitude. À la bibliothèque de l'école, Mademoiselle Alvarez instaura une nouvelle tradition, chaque printemps, elle demandait à ses élèves d'écrire un texte sur « la chose la plus importante que vous ayez jamais reçue ». Plus de la moitié des rédactions évoquaient la statue, non pour sa beauté, mais pour ce qu'elle représentait, la bonté, la protection, et le rappel qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les touristes, souvent, arrivaient en espérant du spectaculaire et repartaient étonnés d'avoir trouvé quelque chose de plus discret. Une femme de Chicago l'exprima le mieux, ce n'est pas la statue qui m'a ému, mais l'atmosphère dans la pièce. Comme si tous ceux qui étaient là, quelle qu'ait été leur raison, faisaient partie de la même histoire. Jamais plus les baleines ne furent vues dans une telle formation. Les pêcheurs en apercevaient parfois une ou deux, émergeant un bref instant avant de replonger dans les profondeurs. Pour les habitants de Sibiu, c'était suffisant. Ils croyaient que les gardiens avaient accompli leur mission et étaient retournés à leurs vastes chemins invisibles. Une nuit de janvier, alors que la pluie battait et que le vent secouait les vieilles portes en bois, Martha Ramirez ferma plutôt son dîner et marcha jusqu'à la chapelle. À l'intérieur, tout était calme. Elle s'assit au deuxième banc, le même que le matin de la procession, et réalisa qu'en tous ces mois, la statue n'avait pas changé. Mais elle, oui. Avant, je pensais que la foi, c'était seulement pour le dimanche, confia-t-elle plus tard à une amie. Maintenant, je sais qu'elle est dans chaque petite chose que nous faisons les uns pour les autres. Toutes les histoires ne se concluaient pas avec clarté. L'origine de la statue restait un mystère, aucun manifeste, aucun registre, aucun témoignage de survivants ne venait expliquer comment elle s'était trouvée sur la route des baleines. Mais cette absence de réponse ne troublait plus la ville. Un dimanche, le révérend Callahan le dit simplement, parfois, la question elle-même est le cadeau. Elle nous pousse à regarder au-delà de nous-mêmes. La cloche du port, autrefois utilisée presque uniquement pour annoncer le mauvais temps, résonnait désormais pour les mariages, pour célébrer les retours de longs voyages, ou simplement parce que quelqu'un ressentait le besoin de remercier. Le son se portait sur la mer, puis revenait avec le vent vers le rivage, rappelant, comme aimait le dire Walter, que rien de ce que l'on envoie au monde ne disparaît vraiment. Au premier anniversaire de l'arrivée, les portes de la chapelle restèrent ouvertes du lever au coucher du soleil. Les gens allaient et venaient, déposant au pied de la statue fleurs, photographies et mots manuscrits. Certains ne restaient que quelques minutes, d'autres passaient des heures à regarder la lumière évoluer sur le marbre au fil de la journée. À la nuit tombée, le sol autour du piédestal formait un patchwork d'offrandes, des coquillages venus de plages lointaines, des pièces de monnaie étrangères, et même un petit bateau en papier portant simplement l'inscription « Merci ». Ce soir-là, alors que le soleil se couchait dans un embrasement d'orange et de pourpre, la vue depuis la falaise montrait toute la ville rassemblée, silhouette unique face à l'horizon. Famille, amis, inconnus, tous côte à côte, tournés vers le large. Personne ne parlait, mais le silence était plein. À Sibiu, l'escorte des baleines n'était plus seulement une histoire incroyable, c'était devenu un héritage vivant, une richesse mesurée non en marbre ou en légende, mais dans la manière dont les habitants se comportaient entre eux. Ils travaillaient un peu plus pour s'entraider, écoutaient un peu plus longtemps, et quand la mer les appelait dans le fracas des vagues ou l'éclat d'une queue au loin, ils répondaient avec gratitude. La statue demeurerait peut-être, pour des générations, un témoin silencieux de la vérité qu'ils avaient découverte,
la foi ne réside pas seulement dans les grands moments inexplicables, mais aussi dans les choix discrets que l'on fait chaque jour. Ainsi, lorsque vous vous trouverez au bord du Pacifique, à Seaview, et que l'air sentira le sel et le cèdre, et que vous entendrez la cloche se déployer au-dessus de l'eau, vous saurez que vous êtes dans un lieu où quelque chose d'extraordinaire s'est produit et où cela résonne encore doucement dans le cœur de ceux qui l'ont vécu. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent encore, que la foi peut façonner notre manière de vivre et d'aimer, alors ne laissez pas celle-ci s'effacer dans le courant, gardez-la, partagez-la, et portez-la comme une lumière qui ne s'éteint pas.